Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de l'attaque des États-Unis contre le Venezuela et de l'enlèvement de son président Maduro. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Événement dramatique. Oui, c'est assez spectaculaire. Et cela, bien sûr, était une véritable attaque non provoquée, une attaque illégale également. Mais la capture, ou arrestation, comme les médias l'appellent parfois, du président du Venezuela a aussi été très spectaculaire. Comment évaluez-vous la situation et quels sont les objectifs des États-Unis dans cette affaire? Eh bien, il est clair qu'il s'agit d'un acte manifestement illégal, mais c'est l'un d'une longue série d'actions américaines manifestement illégales. Et ces derniers jours, Trump a menacé un nouveau pays chaque jour. Il a bombardé le Nigeria la semaine dernière. Il a déclaré que les États-Unis interviendraient en Iran si le gouvernement agissait contre les manifestants d'une manière que Trump n'approuve pas. Il a envahi le Venezuela. Tout récemment, il a créé un envoyé spécial pour le Groenland, déclarant que le Groenland serait à nous. C'est donc une menace contre l'Europe, ce que bien sûr l'Europe n'admet même pas ni ne reconnaît, car elle est tellement passive par rapport aux États-Unis. Nous ne vivons pas dans un ordre constitutionnel aux États-Unis. Nous vivons dans un ordre dirigé par un État militaire. Nous n'obéissons pas à la Constitution lorsqu'américaine. Tout se fait par décret exécutif. Lorsqu'un membre du Congrès a osé mentionner la Constitution des États-Unis aujourd'hui, Trump a déclaré « De quoi se plaint-il ? C'est ridicule ». En réalité, ce que Trump a fait, c'est révéler que nous sommes à la fin de l'état de droit constitutionnel aux États-Unis. Ce qu'il adviendra d'un régime fondé sur la brutalité reste à voir. Mais à mon avis, cela rend le monde extrêmement dangereux. Bien sûr, nous sommes loin d'en avoir fini avec l'histoire du Venezuela lui-même. Ils ont arrêté un président, mais ce n'est pas la fin du Venezuela. Toute l'histoire des opérations de changement de régime menées par les États-Unis, probablement une centaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est un enchaînement de violences et de bains de sang, la création délibérée d'instabilité, de coups d'État, d'assassinats, de guerres civiles. Nous ne savons donc pas ce qui viendra ensuite, mais nous savons qu'il y a eu de la brutalité. But we know that there's been thuggery. It's also interesting, though it's C'est également intéressant, même si je n'ai peut-être pas de décompte précis, mais je n'ai remarqué aucun média grand public aux États-Unis soulever la moindre question à ce sujet. Le New York Times, le soi-disant journal de référence, n'a pas une seule fois, ces dernières semaines, déclaré « Oh, ce ne serait pas une bonne idée d'attaquer ouvertement ». Le comité éditorial est resté complètement silencieux. Autant que je puisse en juger, il le demeure. Notre Congrès est moribond. Il n'existe pas en réalité dans un sens opérationnel. Je trouve donc tout cela très dramatique et extrêmement inquiétant, même si je me hâte de répéter que nous ne sommes en aucun cas à la fin de l'histoire de ce qui se déroulera au Venezuela même. Il y a un gouvernement en place, il y a une armée, il y a une partie de la société mobilisée. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Ce n'est pas une prise de contrôle simple et fluide par les États-Unis, aussi convaincu que puisse l'être Donald Trump. Oui, cette longue liste de menaces proférées au cours des dernières semaines est tout à fait extraordinaire. On voit Trump devenir de plus en plus déséquilibré, non seulement sur le plan intérieur, mais aussi à l'international. Les Européens, les dirigeants de l'Europe, ont, comme on pouvait s'y attendre, montré leur obéissance et offert leur soutien, affirmant clairement qu'ils considèrent Maduro comme illégitime et qu'ils veulent appuyer la position américaine sur ce point.
Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'Amérique latine? Car dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, il est clairement indiqué que cette région est plus ou moins considérée comme l'arrière-cour de l'Amérique et que Washington veut en écarter les autres grandes puissances afin de régner sans partage. Est-ce un avertissement sur ce qui pourrait se produire dans d'autres parties de l'Amérique latine également? Well, first, let me say a word about Europe. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire un mot sur l'Europe. C'est un jour très triste pour votre pays, Glenn. Je pense qu'on peut rebaptiser le prix Nobel de la paix en prix Nobel de la guerre. Il a été attribué cette année à une personne qui a appelé exactement à ce qui s'est produit aujourd'hui, qui a appelé à une frappe militaire des États-Unis contre le Venezuela. Et cela s'est réalisé. C'est une tragédie pour les pays, les gouvernements et les institutions qui autrefois parlaient de droit international. La réaction européenne a été pathétique, absolument pathétique. Bien sûr, chaque dirigeant européen semble se soumettre aux États-Unis, être terrifié. Les déclarations les plus fortes ont été « Nous espérons que la situation retrouvera bientôt sa stabilité » et non une quelconque indignation face à une attaque effrontée, une attaque contre l'ordre international, contre la Charte des Nations Unies, contre la paix elle-même. Voici donc le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Europe oscille entre une vassalisation complète et une soumission aux États-Unis, ou bien son propre bellicisme lorsqu'il s'agit de la Russie. Il ne semble y avoir ni diplomatie, ni paix, ni attachement au multilatéralisme ou à la Charte des Nations Unies. On ne le voit nulle part. En ce qui concerne l'Amérique latine, bien sûr, Trump a déclaré ouvertement que les États-Unis dominent l'hémisphère occidental, qu'ils en dicteront les règles. Il a dit aujourd'hui, je n'ai pas la citation exacte car je suis à l'autre bout du monde, mais j'ai vu une dépêche indiquant que Trump a déclaré « Eh bien, le pétrole est à nous ». C'est une mainmise sur le pétrole vénézuélien. Il a ajouté que nos entreprises retourneraient faire des affaires au Venezuela. Cela ne pourrait pas être plus grossier ni plus vulgaire. Et nous avons déjà connu ce genre de monde. Nous avons connu un monde d'un impérialisme pur et dur, qui n'était en rien tempéré ni limité par le droit international, et cela a conduit à 2 guerres mondiales. Une perte de vies humaines inconcevable, inimaginable. Nous avons donc déjà été dans une telle situation. Cependant, nous n'avons jamais connu un tel degré d'anarchie à l'ère nucléaire. Et je trouve cela extrêmement inquiétant. Avoir un président des États-Unis déséquilibré, indiscipliné, grossier, totalement hors la loi, totalement irrespectueux de toute norme, et ne voir en Europe aucun contrepoids, pas une voix pour la décence ou pour le droit international. Et pour le reste du monde, eh bien, je suppose que la Russie et la Chine observent. Elles ont déclaré qu'il s'agissait évidemment d'une violation grossière. Elles n'ont pas l'intention d'intervenir dans l'hémisphère occidental. Mais ce qui s'est passé n'est qu'une étape de plus dans le démantèlement complet des institutions et des leçons que nous pensions avoir tirées des Premières et Secondes Guerres mondiales et que nous avions intégrées, aussi fragilement soit-il, dans le système des Nations Unies et dans le droit international. Cela n'existe presque plus. L'ONU se trouve aujourd'hui dans la même situation que la Société des Nations à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Elle est, pour l'essentiel, inutile à présent. Et je suis désolé de le dire, car je travaille pour et avec l'ONU depuis 25 ans. Mais les États-Unis s'en sont désolidarisés et cherchent délibérément à la détruire. Et alors qu'on espérait que le reste du monde se mobiliserait pour la défendre, on constate que l'Europe reste silencieuse. Et oups, nos lumières se sont éteintes. Je suis dans l'Himalaya en ce moment, mais je ne vois pas.
Ce qu'il faut maintenant, c'est que le reste du monde se rallie à la cause, car on ne peut pas laisser passer cela. Peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à cela dans les premières heures, et peut-être que d'autres suivront. Mais c'est une période très inquiétante. Les États-Unis cherchent délibérément à déchirer toute apparence ou tout vestige de droit international. Je ne sais pas ce que l'Europe en pensera lorsque les États-Unis envahiront le Groenland, mais ne soyez pas surpris quand cela arrivera. Trump l'a annoncé, il l'a répété encore et encore, et il est très probable que cela se produise. Un jour, Trump dira que nous sommes en situation d'urgence nationale et le Groenland sera occupé. Et alors, probablement, l'Europe dira « Oh merci États-Unis, cela aurait pu être pire ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Des principes, qui en a besoin? Who needs them? Tu as mentionné que les Norvégiens ont décerné le prix de la paix à Machado. Et je vois déjà que Fox News l'a présenté comme la successeur logique. Maintenant, après la chute de Maduro, c'est ainsi qu'il cadre la situation. Mais bien sûr, tout cela visait dans une large mesure à donner, je pense, une légitimité à l'invasion, étant donné qu'elle l'a soutenue. Cela s'est aussi accompagné, bien sûr, d'autres justifications. On nous a parlé de narcoterrorisme. On nous dit que le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la Russie, la Chine, tous ces acteurs opèrent au Venezuela, quoi que cela veuille dire, ce qui, soi-disant, rendrait l'intervention légitime. Et bien sûr, Trump a déclaré « c'est notre pétrole et nous le voulons en retour ». Il y a donc toutes sortes de justifications, mais aucune n'est vraiment convaincante. Et en ce qui concerne la tentative d'imposer Machado, comme vous l'avez suggéré, il ne semble pas que les États-Unis considèrent que la partie soit terminée. L'idée qu'ils puissent simplement kidnapper Maduro et que Washington puisse ensuite nommer un nouveau dirigeant, cela ne semble pas fonctionner ainsi. Selon vous, quelle est la probabilité que les États-Unis parviennent réellement à renverser le gouvernement vénézuélien maintenant que le président a été capturé? Eh bien, laissez-moi dire quelques mots. Tout d'abord, toutes les explications qui ont été données ne sont que du blabla. Autrement dit, ce sont les plaisanteries ou les improvisations que les États-Unis choisissent d'utiliser à un moment donné. Les États-Unis essayent de renverser le gouvernement du Venezuela depuis 23 ans. Ils ont tenté un coup d'État contre le prédécesseur de Maduro, Hugo Chávez. Ils ont déclaré que les États-Unis étaient l'ennemi, que le Venezuela était l'ennemi des États-Unis, pour le dire plus clairement, parce qu'il s'agit d'un régime de gauche qui estime que les ressources du Venezuela appartiennent au Venezuela et que le pays n'a pas à suivre les dictats américains qui contrôlent le pétrole et qui perçoit les revenus et ainsi de suite. C'est donc une longue histoire et il est très important de la comprendre. En 2017, lors de la première année de Trump à la Maison-Blanche, il a déclaré, lors d'un dîner avec des dirigeants d'Amérique latine, « Pourquoi ne pas simplement envahir le Venezuela ?» 2 de ces dirigeants l'en ont dissuadé. J'ai entendu ce récit de la part de 2 présidents qui étaient présents, indépendamment l'un de l'autre. L'idée d'une invasion du Venezuela par Trump se prépare depuis 8 ans. Le principal partisan de cette invasion était le sénateur Marco Rubio, aujourd'hui secrétaire d'État Marco Rubio, et il y a eu aujourd'hui en Floride des célébrations de la part d'expatriés vénézuéliens et d'autres personnes saluant l'action des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie? C'est en partie une question de politique intérieure américaine, car la Floride est un État clé. Mais ça montre aussi qu'il s'agit d'un projet de longue haleine. Tout ce qui est dit n'est que du blabla. Il s'agit d'une tentative concertée et à long terme de renverser le gouvernement du Venezuela. Je pense qu'il serait bon que les gens comprennent comment fonctionne la politique étrangère des États-Unis.
Elle agit sur le long terme et raconte les mensonges, les histoires ou les récits qu'elle veut à tout moment pour maintenir cet objectif à long terme. Dans le cas de l'Ukraine, c'était un projet de 30 ans visant à intégrer l'Ukraine dans l'orbite militaire américaine, remontant au début des années 1990. Dans le cas du Venezuela, cela fait plus de 20 ans que cela dure. Et dans le cas de la Syrie, où Bachar el-Assad a été pris pour cible l'année dernière, il s'agissait d'un effort de 13 ans mené par la CIA et l'État profond américain. Ce sont des projets. Et tenter de renverser le Venezuela, qui se trouve justement posséder les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus importantes que celles de l'Arabie saoudite, bien qu'elles soient plus coûteuses à exploiter car il s'agit de pétrole lourd, mais tout de même les plus grandes réserves mondiales. Eh bien, c'est un projet des États-Unis. Trump est particulièrement brutal. L'effondrement de l'ordre constitutionnel américain est très avancé. Je dirais que, si l'on pense à l'histoire romaine, du passage de la République romaine à l'Empire romain, généralement daté de 27 avant Essex, lorsque Auguste devient prince, nous en sommes quelque part sous le règne de Tibère. En d'autres termes, les États-Unis ont cessé d'être un ordre constitutionnel il y a 10, 20 ou 30 ans. Mais nous en conservons les apparences, tout comme les Romains ont conservé les apparences du Sénat. Nous n'avons plus d'ordre constitutionnel. Nous avons un président qui s'enrichit, lui et ses amis, et personne ne dit un mot. Nous avons un président qui gouverne par décret exécutif. Personne ne dit un mot. Nous avons un président qui part en guerre contre l'Iran, complice à Gaza, attaquant le Venezuela ou bombardant le Nigeria, et pourtant personne ne dit un mot. Nous vivons dans un ordre post-constitutionnel aux États-Unis. C'est vraiment notre situation. Elle est assez dramatique. Le monde ne devrait pas rester spectateur s'il tire la moindre leçon de l'histoire. C'est une période extraordinairement dangereuse. La raison pour laquelle nous avons créé le droit international et la Cour internationale de justice n'était pas pour que les États-Unis les sanctionnent, les menacent et les malmènent, mais pour éviter l'anéantissement mondial dans une troisième guerre mondiale, cette fois à l'ère nucléaire. Nous nous en rapprochons à chaque instant où nous déchirons la Charte des Nations Unies. Vous savez, décerner le prix de la paix à Machado avait un certain sens, car depuis 30 ans, nous disons que la paix dépend de la démocratie et que la démocratie est imposée par la force militaire. En somme, la guerre, c'est la paix. C'est la logique qui prévaut depuis 30 ans. Mais on voit maintenant dans les médias une répétition de ce discours. Aucun média ne discute de la légalité de ce que les États-Unis ont fait. Ils se contentent d'appeler Maduro un dictateur et de suggérer qu'il pourrait désormais y avoir de la liberté. Ils font tout pour donner à cela une apparence de légitimité. Et bien sûr, l'Union européenne présente cela comme un soutien au peuple vénézuélien contre son président. Mais, comme nous l'avons déjà dit, Trump a lui aussi menacé de venir en aide au peuple iranien si des manifestants étaient abattus ou arrêtés par leur gouvernement. Ainsi, même si sa légitimation pourrait fonctionner dans le monde occidental, le monde d'aujourd'hui est très différent. Je ne dis pas que des pays comme la Chine ou la Russie iraient en guerre contre les États-Unis. Je ne pense pas qu'en aucune circonstance, ils envisagent une telle chose. Mais quelles en sont les répercussions plus larges? Car si vous êtes en Iran ou dans d'autres pays, vous devez bien voir que l'état de droit a essentiellement disparu. Et on a vraiment l'impression que les États-Unis agissent de manière incontrôlée. Encore une fois, lorsque nous avons commencé à parler, nous avons passé en revue une liste très claire des actions menées par l'administration Trump au cours des dernières semaines. Alors, selon vous, quelles sont les répercussions plus larges, au-delà, bien sûr, des souffrances au Venezuela?
Eh bien, la première chose que je dirais d'ailleurs, c'est que l'idée selon laquelle la démocratie équivaut à la paix est un conte de fées qui a été démenti il y a 2300 ans et d'innombrables fois depuis. Athènes était la démocratie de son époque et elle était totalement impérialiste, menant des guerres, détruisant d'autres cités-États. Elle a fini, en quelque sorte, par se suicider à travers une aventure extravagante visant à conquérir Syracuse, une cité-État de Sicile, qui en échouant a laissé Athènes exposée à une défaite finale face à Sparte en 404 avant Jésus-Christ. Au XIXe siècle, la grande démocratie était la Grande-Bretagne, certainement le pays le plus violent de ce siècle, celui qui a attaqué à peu près tout le monde dans le monde. Et au XXe siècle, les États-Unis, surtout dans la seconde moitié du siècle, lorsqu'ils sont devenus l'hégémon mondial ou aspirant à remplacer la Grande-Bretagne, ont certainement été le pays le plus violent du monde. Environ une centaine d'opérations de changement de régime, des guerres de choix, une guerre perpétuelle, toutes fondées sur n'importe quel récit, n'importe quel mensonge, n'importe quelle histoire que les États-Unis voulaient imposer. Et pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse de ressources, de simples conquêtes ou de campagnes idéologiques, cela a été la guerre. Ainsi, l'idée selon laquelle la démocratie équivaut à la paix est une idée orwellienne. La démocratie, pour ses hégémons dominants, qu'il s'agisse d'Athènes, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, a presque toujours signifié la guerre. Aujourd'hui, l'Iran est un projet, comme le Venezuela est un projet, comme la Syrie est un projet. Les États-Unis interviennent en Iran depuis 1953, lorsqu'ils ont renversé le gouvernement démocratique de Mossadegh, qui avait eu l'audace de penser que le pétrole sous le sol iranien appartenait réellement à l'Iran. Et lorsque Mossadegh a déclaré que le pétrole iranien était iranien et serait contrôlé par l'Iran, le MI6 et la CIA l'ont renversé et ont instauré un État policier. Quand cet État policier est tombé en 1969, les États-Unis ont armé l'Irak pour attaquer l'Iran et des centaines de milliers de vies ont été perdues. Depuis cette époque, les États-Unis ont tenté de détruire l'Iran de multiples façons, notamment par des sanctions économiques répétées, bien sûr. Economic sanctions repeatedly, of course. That's why there are protests, because the economy is. C'est pourquoi il y a des manifestations, parce que l'économie est en train de s'effondrer. Mais les États-Unis sont les instigateurs de ce régime de sanctions. Lorsque l'Iran a négocié un accord pour démontrer sans ambiguïté que son programme nucléaire était limité, Trump a déclaré non. Nous écraserons le régime à la place. Tout cela se fait à la demande du lobby sioniste aux États-Unis et en Israël dans ce cas. C'est donc un autre projet. Il rien probablement en disant « Oh, regardez, nous sommes très très proches maintenant ». Il faut comprendre que les manifestations en Iran font partie du scénario. Je ne dis pas que les gens ne protestent pas. Je dis que les États-Unis ont tout fait pour écraser l'économie iranienne et le régime. Et la semaine dernière, Trump a rendu tout cela très très clair. Donc je pense que nous pouvons nous attendre bientôt à des bombardements israéliens, ou peut-être à des bombardements conjoints des États-Unis et d'Israël, ou encore à une autre opération de la CIA. Dieu seul le sait. Mais je disais que pour le monde, c'est inquiétant. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut simplement aller dans le sens du courant. Je ne pense pas, même si, comme je l'ai dit, l'ONU est vraiment moribonde en ce moment, qu'on doive la laisser mourir. Elle doit être ramenée à la vie. Et bien que les États-Unis ne le feront pas, le reste du monde, peut-être le reste du monde, sauf l'Europe, donc en laissant de côté la soi-disant alliance occidentale, représente 85% de la planète, et ces pays ne devraient vraiment pas vouloir de ce genre de brutalité. Bien sûr, en tant qu'Américain, je ne veux pas de ce genre de brutalité. Mais plus personne ne demande rien au peuple américain. Nous vivons dans un État militaire et il est extra-constitutionnel.
that is extra-constitutional. Eh bien, il semble que le succès de l'attaque américaine contre le Venezuela dépendra dans une large mesure de la rapidité avec laquelle ils pourront agir. S'ils parviennent à renverser le gouvernement et à terminer l'opération d'ici la fin du week-end, ce serait une cible facile. Nous sommes intervenus, nous avons montré notre force et maintenant nous avons tout leur pétrole. Mais si cela s'éternise, cela pourrait devenir très problématique. Comment voyez-vous l'impact de cela sur la base de Donald Trump? Car il semble que les partisans de l'America First soient déjà assez divisés. Ceux qui partagent les idées de Tucker Carlson considèrent cela comme une violation du mandat de Trump, de ce pourquoi ils ont voté. I think you're exactly right. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ce qui déterminera le verdict, c'est ce qui se passera dans les jours, les semaines et les mois à venir. Mon intuition à ce sujet, et je souligne qu'il s'agit bien d'une intuition, c'est que rien ne se déroulera sans heurts. Nous avons une longue histoire d'opérations de changement de régime. Parfois, elles réussissent. Celle-ci n'a même pas encore réussi. Il s'agit d'une décapitation du président et de son épouse, pas du régime. Et il est en réalité difficile de voir comment cela va évoluer. Mais il est possible que d'autres événements se produisent. Je suis sûr qu'il existe des plans et des idées. Cependant, l'histoire de ce type d'opération montre qu'elles sont suivies de longues périodes de troubles, de coups d'État, d'instabilité, d'insurrection, de guerre civile. Et je pense que c'est très probablement ce qui se produira au Venezuela. Il existe un excellent livre que toute personne souhaitant comprendre la politique étrangère américaine devrait lire, intitulé « Covert Regime Change » de Lindsay O'Rourke, qui fut doctorante de John Mearsheimer et a rédigé sa thèse sur les 64 opérations secrètes de changement de régime menées entre 1947 et 1989. D'ailleurs, changement de régime secret est un peu un oxymore. Quand le régime est changé, on sait qui en est responsable. Ce que secret signifie, c'est que les États-Unis mentent à ce sujet. Non pas qu'on ignore qui l'a fait, mais que les États-Unis mentent à ce propos. On pourrait donc dire qu'il y a eu 64 opérations de changement de régime au cours desquelles les États-Unis ont menti. Elles documentent ensuite ce qui s'est passé. Beaucoup de ces opérations n'ont pas réussi à provoquer un changement de régime. Peut-être ont-elles assassiné un dirigeant, mais sans changer le régime. Beaucoup ont changé de régime, mais parmi ceux qui l'ont fait, la plupart ont sombré dans une instabilité prolongée. Il existe très peu de cas où l'objectif politique des États-Unis a réellement été atteint par ce qui s'est passé. Même si l'on ne considère pas cet objectif politique comme légitime, il suffit de poser la question, les États-Unis ont-ils atteint leur but? La réponse est très, très rarement. Et je pense que dans le cas du Venezuela, il serait très improbable que les États-Unis y parviennent. Même, et je n'accepte pas ces objectifs, mais même si l'on acceptait l'idée d'un changement de régime, penser que cela mènerait à une démocratie pro-américaine dans laquelle Chevron et ExxonMobil prospéreraient, eh bien, c'est l'objectif de Trump. Mais je pense qu'il est peu probable qu'il se réalise. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une partie du problème vient du fait que les États-Unis ne peuvent plus vraiment rivaliser avec la Chine. Lorsque la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine cherche essentiellement à rétablir une version impérialiste du doctrinaire Monroe, il est clair que cela vise cette préoccupation. La Chine est le principal partenaire commercial de la plupart, sinon de l'ensemble, de l'Amérique latine. Alors, comment pensez-vous que les différents dirigeants mondiaux vont réagir? Je sais que les Chinois et les Russes, en particulier, ont publié des condamnations très fermes. Mais voyez-vous la situation évoluer dans une direction dangereuse?
Well, it certainly moves in a dangerous direction anytime Eh bien, there is a cela évolue certainement dans une direction dangereuse. Chaque fois que les États-Unis mènent une attaque violente contre un autre pays, cela peut avoir de nombreux effets de ricochet profonds. C'est donc, bien sûr, dangereux. Je ne pense pas que la Russie ou la Chine, comme vous l'avez justement dit, interviendront directement ou défieront militairement les États-Unis, bien qu'à mon avis, elles le condamneront fermement du point de vue de la Charte des Nations Unies. Si cela s'accompagne ensuite de violences au Venezuela et d'une attaque d'Israël contre l'Iran, alors nous nous dirigeons vraiment vers une explosion et une catastrophe potentielle. L'Iran, bien sûr, serait bien plus vulnérable et déstabilisant que cette attaque contre le Venezuela, qui est déjà suffisamment grave. This attack on Venezuela, which is bad enough. But if Israel now takes this, Mais si Israël prend maintenant cela, et je pense que c'est très probable, comme un signal pour attaquer l'Iran, je crois que nous nous dirigeons vers toutes sortes de conséquences très très graves et imprévisibles. L'Iran n'est pas une cible facile, et le Venezuela ne le sera peut-être pas non plus. Mais l'Iran est bien plus puissant et capable d'infliger beaucoup plus de dégâts, et il a des alliés qui peuvent en infliger encore davantage. C'est donc extrêmement dangereux. Ce genre de brutalité a un effet de contagion, une absence totale de respect du droit de la part des États-Unis, la mise en pièces de la Charte des Nations Unies par les États-Unis. Cela ne conduit pas à de bons résultats, à moins que le reste du monde ne comprenne à quel point c'est dangereux. Et pour l'instant, nous ne voyons pas cette prise de conscience collective du reste du monde. Je vois qu'un dirigeant européen de premier plan a récemment tweeté qu'il s'inquiétait du récit, car lorsque Washington dit que le pétrole volé doit être restitué, cela ressemble trop à ce que dit Caracas. En somme, ce qui semble déranger les dirigeants européens, c'est que Trump ne suit pas le script. Il ne se contente pas de dire « démocratie, liberté », et alors cela devient légitime. Mais en parlant de pétrole, ça ne l'est plus. Juste une dernière question, très brève. Comment voyez-vous l'impact de cela, par exemple, sur la guerre en Ukraine? Parce qu'il est très difficile pour le monde de ne pas y voir de l'hypocrisie. Comme nous en avons déjà discuté, la guerre en Ukraine était tout sauf non provoquée, mais celle-ci était une véritable invasion non provoquée. Oui, je veux dire l'Ukraine, ironiquement en Europe, ce dont toi et moi avons parlé, n'est pas accepté. Mais la vérité, c'est que l'Ukraine est une autre histoire d'un projet américain. Donc je pense que le point principal, c'est qu'il ne faut pas dire à la légère, eh bien, les États-Unis font au Venezuela ce que Poutine a fait en Ukraine. En réalité, les États-Unis font au Venezuela ce qu'ils ont fait en Ukraine. Les deux sont provoqués par les États-Unis. Ce sont deux projets américains. Et j'espère que les gens pourront comprendre comment fonctionne la politique étrangère des États-Unis et ce que signifie réellement un État militaro-industriel, ce que signifie un complexe militaro-industriel sans limite constitutionnelle, ce que signifie la CIA dans de telles opérations. S'ils le comprenaient, ils verraient que lorsque nous observons l'Ukraine et le Venezuela, nous voyons le même phénomène. Des projets à long terme de l'aspirant hégémon mondial menés de différentes manières. Je pense que Trump a peut-être l'idée que les Amériques nous appartiennent, que le Moyen-Orient est à nous, que l'Afrique ne nous intéresse pas. L'Ukraine, eh bien, c'est à la Russie. Ce n'est même pas ainsi que la Russie la voit, mais c'est peut-être ainsi que Trump l'aperçoit. Et il se dit peut-être, très bien, je vais faire ce que je veux dans les régions qui m'intéressent, c'est-à-dire le Moyen-Orient et les Amériques, et je vais m'en tirer. Je vais imposer ma volonté. Et si les autres font ce qu'ils veulent, cela me va. En d'autres termes, l'anarchie partout. C'est probablement ainsi que Trump interprète les choses. Cela n'annonce rien de bon pour une paix véritable et raisonnable dans le monde,
Mais c'est peut-être la façon dont Trump voit cette question. But it could be the way that Trump views this issue. Well, thank you so much for taking the time and Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je suppose qu'une fois cette guerre terminée, Trump aura l'audace de prétendre qu'il l'a achevée, comme un autre succès à ajouter à sa longue liste. Il a fait la même chose après avoir attaqué l'Iran. Il s'est attribué le mérite d'avoir mis fin à cette guerre. Après avoir financé le génocide à Gaza, il s'en est aussi attribué le mérite. Il affirme vouloir jouer les médiateurs en Ukraine, même si c'est en grande partie une guerre américaine également. Je pense donc que nous voyons se dessiner un schéma ici. Trump, le faiseur de paix. Merci encore d'avoir pris le temps. Thank you very much again for taking the time. Glenn, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup.